Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile, le podcast pour les amoureux de Porquerolles ou ceux qui souhaitent découvrir l'île autrement. Cette semaine, je reçois Franck Cassanti, cinéaste, metteur en scène, musicien et fondateur de Jazz à Porquerolles. Cet entretien a été enregistré le 10 mai, veille du déconfinement. Quelques jours après son annonce, la tristesse dans l'âme, écrivait-il au festivalier, de l'annulation de la 19e édition de ce festival de musique de monde devenu incontournable. Quelques jours aussi après l'annonce du gouvernement de son plan pour la culture. Franck Cassanti ouvrait son texte d'annulation du festival par cette pensée du poète Hölderlin. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Avec Franck Cassanti, nous avons parlé de la crise sanitaire, des inégalités sociales, du rôle de l'artiste et de la culture dans notre société, de sa nécessaire reconsidération par nos gouvernements, de Porquerolles, de films et de musique, bien sûr, de son pouvoir pour changer le monde, de solidarité, de fraternité et d'humanité. Bonjour Franck Cassanti, vous êtes cinéaste, metteur en scène et musicien. Vous avez fondé en 2002 le festival Jazz à Porquerolles avec Archie Shepp, François Carassan, Aldo Romano et Samuel Thiebaud, festival qui est devenu depuis un festival incontournable de musique du monde. La programmation de cette édition 2020, à l'image des précédentes, promettait d'être bouillonnante, grandiose et éclectique. La crise sanitaire qui s'est abattue sur le monde en a voulu autrement. Vous avez annoncé très récemment l'annulation du festival qui devait se tenir du 9 au 14 juillet. Nous allons revenir sur la façon dont Jazz à Porquerolles traverse cette crise, le regard que vous portez sur cette situation en tant qu'homme de culture, plus largement d'ailleurs sur la culture. Mais avant de commencer, en cette veille de déconfinement, je voulais vous demander tout simplement comment vous vous sentez et comment vous avez vécu cette période de confinement. C'est complexe en fait de dire comment on vit une situation inédite. Déjà dire que en ce qui me concerne, c'est une situation de privilégié d'une certaine façon. Et je pense aux personnes qui n'ont pas cette possibilité. Moi j'ai un jardin. La crise met le doigt un petit peu sur les inégalités sociales aujourd'hui. Les gens qui sont confinés au bord du périphérique, évidemment, ils sont tout à fait dans une situation tragique, et surtout si ils ont 50 mètres carrés avec 3 enfants. Enfin voilà, je pense moi à toutes ces personnes, sans parler des sans-papiers, sans parler des gens qui ont le SMIC. C'est une grande partie de la population française. La situation sociale en France, elle n'est pas si brillante que ça. On voit les paillettes, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc moi, je l'ai vécu avec évidemment toutes les questions qui se posent. Déjà, un artiste, le confinement, il sait ce que c'est. On ne part pas le matin à 8h ou à 6h du matin pour prendre le métro ou le bus pour se rendre au travail. On est à la maison, on travaille. Donc ce confinement, disons que je l'ai bien vécu. Parce que le reste, après, il y a des petits accessoires, des petites choses qui sont effectivement accessoires, qui sont pas essentielles. Mais j'ai à la maison des livres, j'ai à la maison des DVD, j'ai de quoi être confiné. C'est pas quelque chose d'inhabituel pour moi. Voilà. Le ressenti d'une situation privilégiée, en même temps qui n'est pas inhabituelle, parce qu'en tant qu'artiste, c'est vrai que, comme beaucoup d'artistes, en effet, c'est quelque chose auquel vous êtes familier, mais en même temps un regard que vous portez sur la société, et peut-être une période dans laquelle se renforcent les inégalités sociales et se vivent de façon beaucoup plus accrue, certainement. Alors Franck Cassanti, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment Jazz Porquerolles est né, en remettant peut-être ce projet en perspective de votre parcours et en nous disant quel était le projet originel et pourquoi avoir choisi Porquerolles? C'est une question qui me renvoie 20 ans en arrière, puisque c'est un festival qui est né en 2002. L'édition cette année, c'était la 19e, et on préparait d'ailleurs le 20e anniversaire de cette manifestation. Alors donc il faut savoir que en tant que musicien, avant j'habitais dans la région parisienne et évidemment j'avais beaucoup de relations avec des musiciens. Beaucoup venaient à la maison, il y avait des bœufs, des rencontres. Tous les films que j'ai fait sur la musique faisaient que ce réseau de musiciens, pour moi, c'était mon centre de relations. Bon, j'allais beaucoup dans des festivals, tout ça, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Si vous voulez, j'ai travaillé pendant 25 ans à Marciac pour faire des captations, faire des documentaires. Je voyais ce festival, j'ai vu ce festival grandir et devenir tout d'un coup une
une espèce sous un barnum. Avant c'était dans une grange, ça commençait dans une grange, et aujourd'hui c'est sous un chapiteau qui prend un terrain de rugby. Donc c'est sûr que la relation qu'il y a dans une grange, je me souviens à Marciac, il y avait des petits concerts dans des granges. Aujourd'hui, pour le musicien, c'est tout à fait différent, cette relation avec le public. Quand il y a 5-6 000 personnes, la personne qui est au fond du chapiteau, elle voit le musicien sur un écran. Il y a déjà un écran entre lui et entre le spectateur et le musicien. Et pour moi, c'était un sentiment de frustration. Et je me suis dit, il faudrait qu'un jour, je pense peut-être à réunir des musiciens, mais dans un autre contexte. Et un peu par hasard, je suis arrivé à Porquerolles, et là, tout d'un coup, sur cette île, la nature, un site protégé, idéal pour parler, pour tout d'un coup lâcher les amarres, en fait. On prend la mer, et je me suis dit, mais là, ça serait génial. À l'époque, j'étais sur un voilier, parce que je suis arrivé à Porquerolles sur un voilier, et j'ai envoyé un message au chargé de la culture à Hyères, que je ne connaissais pas, François Carassan. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien faire un festival parce qu'il ne se passe rien sur l'île à part les gens qui viennent bronzer, puis faire du footing, profiter de la nature, qui est magnifique. Hein. Mais voilà, il ne se passe rien d'autre, c'est du tourisme. Il me dit, écoutez, moi je connais vos films, donc je tombe sur quelqu'un qui me connaissait. Et il me dit, mais banco, je vous suis. La première année, on a fait ça avec des amis, et les amis, c'était Archie Shepp et Aldo Romano, qui sont deux figures centrales de la musique en Europe et aux États-Unis, et donc il y avait ces deux personnages musiciens incontournables, et je leur ai demandé si ça les intéressait de venir créer un festival. J'avais pas d'arrière-pensée, je pensais pas si le festival allait marcher. En tous les cas, je les ai invités à venir, et ça a commencé comme ça. On était 30 à 40 personnes dans la cour du Fort Sainte-Agathe, en haut de l'île. Et tout de suite, il s'est passé quelque chose de magique. C'est-à-dire que les musiciens, tout d'un coup, avaient ce sentiment de liberté qu'ils n'ont pas quand ils vont jouer sous un chapiteau où il y a 5000 personnes. Parce qu'il y a des contraintes énormes d'argent, des contraintes de situation, de public. On a dit, il faut continuer. Et voilà, petit à petit, le festival a grandi. Aussi parce que, en tant que réalisateur, j'ai proposé à France 3 et entre autres à Arte. Et Arte a tout de suite dit OK. Et donc on a fait des documentaires, on a fait des captations. Ça a permis de populariser le festival. Aujourd'hui, il y a 100 bénévoles qui travaillent. Et cette dimension de l'utopie, elle est toujours à l'œuvre, disons, dans ce festival. Parce que souvent les choses se transforment, malheureusement, jamais en bien. On part d'un projet, puis à l'arrivée, c'est un barnum. Non, là, il y a toujours le même esprit de rencontre, une espèce de société idéale, en fait, qui se passe pendant une quinzaine de jours, parce qu'il faut préparer le festival. Pour vous donner un exemple, il y a 100 bénévoles. À un moment donné, il fallait avoir une cantine, des toilettes. Et bien là, dans les bénévoles, il y avait des professeurs dans un lycée technique. Ils ont dit, mais nous, on peut proposer aux élèves de construire des toilettes, de construire une cantine démontable. Et on paye juste le matériau. Donc voilà comment c'est fait la cantine et les toilettes. Et je donnerai 10 exemples de cette sorte pour montrer comment les choses se sont faites avec des bouts de ficelle, en fait. Là-dessus, la mairie, évidemment, nous a aidés, la région, le département, la SACEM. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que l'esprit de ces musiciens est là, intact, et le bouche à oreille se fait, et donc cette communauté de musiciens, qui évidemment sont des musiciens qui partagent cet esprit, disons, utopique, mais pas si utopique que ça en fait, mais de changement de société, des gens engagés. Archie Shepp, c'est quelqu'un qui s'est engagé, qui est toujours engagé, il a plus de 80 ans, et il continue à prôner cette société de liberté. Il s'est toujours battu pour les droits civiques, pour Aldo Romano pareil. Et donc il y a un ensemble de musiciens qui sont là, et à la fois la musique est magnifique, mais aussi ce qui se dit autour de la musique, puisque ces musiciens ont des échanges avec le public, viennent chaque fois avec des créations nouvelles. Donc voilà un petit peu en quelques mots le festival.
avec l'ampleur qu'a pris le festival, vous disiez, vous allez fêter vos 20 ans l'année prochaine, et vous disiez que l'esprit originel était intact. Est-ce que ça peut tenir également du lieu? Parce que j'entends quand vous dites que cette volonté en l'inscrivant à Porquerolles, et on le voit bien pour ceux qui connaissent le Fort Sainte-Agathe, c'est un endroit qui est circonscrit, qui est pas extensible. Est-ce que voilà cet esprit originel d'avoir une scène qui soit proche des gens, cette proximité entre les artistes et puis les personnes qui viennent les voir, ça c'est quelque chose auquel vous tenez, ou si vous aviez la possibilité de faire beaucoup plus grand, vous feriez beaucoup plus grand? Mais c'est sûr que on m'a proposé de faire des concerts sur la place du village en me disant là il y aura au moins 1200, 1500 personnes, et j'ai jamais été dans ce sens-là. J'ai refusé pour des tas de raisons. D'abord, c'est une île qui est protégée, on y vient en bateau. Venir à Porquerolles, c'est un choix aussi qui est personnel. Enfin, les gens viennent. Alors évidemment, là après, les questions se posent de l'argent, il faut payer une navette. Voilà, mais non, la question de garder cette convivialité, bien sûr, ça c'est indispensable. D'ailleurs, moi, je suis effaré quand je vois des festivals avec 50 000, 100 000 personnes. Personnellement, je suis contre que ça existe. Je ne vais pas me battre contre ça. Et on partage autre chose dans ces lieux-là. Ça m'intéresse pas trop. C'est un peu, c'est les dieux du stade, quoi. Tout d'un coup, il y a une espèce d'idolâtrie. Enfin, on est dans une autre dimension qui est pas vraiment toujours à voir avec la culture. C'est pas. Moi, je pense que la culture, c'est quelque chose qui se partage et avec qui on peut avoir un contact direct. Cette notion de partage qui est, je crois, au cœur de l'ensemble de vos créations artistiques, Franck, on y reviendra. Jazz à Porquerolles, comme des milliers de manifestations en France et dans le monde, a dû être annulé. Le festival, comme vous l'indiquez, ce sont des artistes, des techniciens, des administrateurs, des bénévoles, une centaine, comme vous l'avez précisé. Comment vous avez vécu cette réalité avec les acteurs de Jazz à Porquerolles, et comment concrètement vous traversez cette crise aujourd'hui? Alors évidemment, il y a un grand sentiment de tristesse de voir écrire on annule le festival, mais dès qu'il y a eu le confinement, évidemment, j'ai compris que les choses allaient être difficiles. Alors difficiles parce que économiquement, ça fragilise le festival, qui est un festival qui est toujours à la limite économique. On a toujours un déficit. Donc ça fragilise le festival pour l'avenir. Comment on l'a vécu? C'est-à-dire que il y a tellement, les choses évoluent encore maintenant au jour le jour. Donc c'est difficile de faire des plans, de se dire on va faire ça, on va reporter. Donc on a essayé de retarder au maximum l'annonce de l'annulation, mais bon là maintenant donc ça a été décidé. On l'a vécu en essayant de se dire comment arriver à s'en sortir d'une part économiquement. Alors il faut savoir qu'en fait, il n'y a que 2 personnes qui sont salariées pour organiser quelque chose qui a lieu toute l'année, parce que le festival, c'est pas uniquement le festival à Porquerolles, mais ce sont toutes les actions qu'on mène toute l'année sur le territoire, c'est-à-dire à Hyères, on programme le Théâtre Denis, on programme l'église anglicane, enfin on organise des concerts, on a des manifestations dans des écoles, des maisons de retraite, enfin bon, il y a toute une activité sociale et culturelle, on organise des ateliers, un tremplin musical, donc c'est toute l'année. Et il n'y a que 2 personnes qui sont salariées, moi je suis bénévole. Avant on était 3, mais devant les difficultés économiques on n'a plus que 2. C'est dire que, là je fais une petite parenthèse, mais les aides qu'on reçoit pour faire un tel festival, elles sont évidemment très en dessous de ce qu'on devrait avoir. Parce que Jazz à Porquerolles c'est une association, c'est pas une entreprise privée, c'est important de le préciser, oui. C'est pas le cas de l'ensemble des festivals qui se tiennent aujourd'hui. Justement, quelles sont vos sources de financement? Vous citiez les subventions, vous faites du mécénat également, les recettes du festival. Voilà, j'entends que le modèle est fragile. Quelles sont les sources de financement de Jazz à Porquerolles? C'est ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire qu'il y a des mécènes qui sont des amis en fait. Eurovoile, qui est une société qui vend des voiliers, qui répare. Non, il y a la Fondation Carmignac.
qui est mécène. Il y a les commerçants de Lille, il y a l'hôtel Agien Le Provençal. On organise aussi des concerts au Provençal. Il y a une vingtaine de concerts qu'on organise dans l'année. Il y a plus de monde là qu'au festival, par exemple. Vous voyez, il y a 800 personnes par concert. Nous, on peut avoir 400 personnes, quoi. Voilà, c'est les mécènes. Ensuite, il y a la SACEM, il y a la région, le département. Mais tout ça est très en dessous du budget, en fait. Oui, on peut complètement l'imaginer, et de fait, avec une annulation pour laquelle vous aviez peut-être engagé déjà des frais, est-ce que ça vous fragilise dans la durée ? Comment vous sentez les choses là, Franck ? Est-ce que vous êtes confiant pour la suite de Jazz à Porquerolles ? De toute façon, il y aura une suite et il y aura une 20e édition dans tous les cas de figure. C'est aussi l'avantage, si vous voulez, de quand on parle de l'utopie, de comment on fait les choses. C'est-à-dire que l'argent, c'est une chose, mais il y a autre chose qui est plus important, ce sont les idées qui font que l'argent va peut-être permettre de les mettre en œuvre. Donc il y a toujours des idées, et il faut savoir que l'administratrice Lily ou la personne qui s'occupe de la communication sont des gens évidemment qui travaillent, qui sont des intermittents du spectacle, mais qui sont aussi des gens qui sont animés par cette passion du festival. Vous imaginez bien, quand on est animé par la passion, le temps ne compte presque plus, quoi. Donc un petit festival, il a beaucoup plus de chances de s'en sortir qu'un gros festival. Parce que d'abord, un gros festival, il a besoin de 6 mois en amont. Nous, on a besoin d'1 an pour préparer le festival, trouver une programmation, enfin, je passe sur les détails. Mais un gros festival, c'est du business à haute altitude. Hein. Passer des contrats avec l'étranger, avec des stars qui valent 150 000 euros des fois la soirée. Nous, 150 000 euros, c'est le prix la moitié du festival. Vous voyez, donc c'est du business. Nous, c'est pas du business, c'est autre chose, un autre type de relation, même si on doit faire des contrats, des choses comme ça. Donc un petit festival va toujours s'en sortir. Comme on dit chez les voileux, petit bateau, petit problème, gros bateau, gros problème. Et là, c'est... On dit ça aussi des enfants. Ouais, ce que vous voulez dire, c'est que la taille de Jazz à Porquerolles lui permettra peut-être de renaître, évidemment avec des fragilités, mais de façon un peu moins compliquée certainement que des grosses structures aujourd'hui qui subissent de plein fouet la crise. Justement, Franck, je voulais en venir un petit peu à une réflexion un peu plus large au sujet de la culture. Le gouvernement, interpellé de toutes parts sur l'urgence de la situation ces dernières semaines, a annoncé la semaine dernière son plan pour la culture. Alors, pour ne citer que quelques-unes des mesures prises pour le déconfinement et autres mesures plus larges, donc la réouverture des librairies, des bibliothèques, des disquaires, le lancement d'un grand programme de commande publique dans tous les champs de la culture qui s'adressera en priorité aux jeunes créateurs de moins de 30 ans. Et peut-être celle qui était la plus attendue, justement, c'était l'annonce d'une année blanche pour les intermittents. Le gouvernement a également mentionné la mobilisation des intermittents sur le temps périscolaire, une manière de renforcer, dit-il, l'éducation artistique à l'école tout en faisant baisser le nombre d'intermittents susceptibles de solliciter la prolongation de leurs droits. Quel regard vous portez sur l'ensemble de ces mesures ? Alors, il y a deux choses. Il y a le regard que je peux porter sur ces mesures et le regard que je peux porter de façon générale sur la culture. Donc, sur la culture, moi je suis à l'opposé de la conception de la politique culturelle qui est menée par le gouvernement. À savoir qu'on a un ministre de la Culture qui est inconsistant totalement, qui ne sait pas ce que c'est que la culture. C'est quelqu'un qui était dans un autre domaine, un autre territoire. Donc la culture, c'est quelque chose qu'on prend à bras le corps, et je dirais à bras le cœur. Et la conception que j'ai du gouvernement, et en tous les cas pour la culture, c'est à l'image de cette idée qu'a eu le président Macron, de dire on va amener la jeunesse n'est pas là, on n'est pas au rendez-vous de la culture, on va donner un chèque, un chèque, je sais pas comment il appelle ça, un pass culture, 500 € par jeune. Là, c'est une attitude de banquier en fait. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'en donnant 500 € à un jeune, il va aller au mieux-disant commercial.
C'est-à-dire qu'il va dépenser son argent sur les têtes de gondole, il va en général, hein, je dis. Donc cet argent va retourner à l'économie, mais un certain type d'économie culturelle, alors que je pense que quand on a de l'argent à dépenser pour la culture, ce sont les acteurs culturels qu'on doit aider à aller vers le public, c'est-à-dire que tous ces intermittents, ces artistes qui ne demandent que ça, d'aller organiser des stages, donc tout ce maillage culturel qui pourrait être pris en charge par tous ces artistes intermittents qui sont là, qui sont beaucoup au chômage, si il y avait ce budget pour aider ces personnes, eh bien la culture, tout d'un coup, elle serait démocratiquement accessible. Parce que c'est les écoles, c'est les quartiers, c'est jouer un petit concert dans un jardin, c'est faire une pièce de théâtre dans la rue, voilà. Alors que toutes ces choses-là se font dans des festivals. En fait, les festivals, c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait des festivals tous les jours, mais avec 3-4 personnes, 10 personnes, des pianos. Il pourrait y avoir des pianos dans toutes les écoles, il pourrait y avoir des orchestres dans toutes les universités, comme ça se fait aux États-Unis. C'est un lieu de culture fantastique, là. C'est pour ça que la musique aux États-Unis est si importante, c'est-à-dire qu'elle est présente partout. Et depuis l'origine, hein, c'est-à-dire le jazz, ces musiques-là, voilà. Donc cette conception-là, Macron, il n'a pas du tout, lui. Alors c'est dommage parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il avait fait du théâtre à l'école. Il devrait s'en souvenir. Selon vous, on est face à un désastre qu'on pourrait qualifier de systémique et face auquel ces mesures seraient un vernis, un saupoudrage qui ne correspond pas en profondeur à l'enjeu de la situation, c'est ça ? Ben exactement, surtout que ces commandes publiques qui proposent, ces priorités aux jeunes créateurs, tout ça, c'est pourquoi tout d'un coup ça vient sur le tapis et c'est pas depuis l'origine. Il aurait eu un ministre de la Culture qui aurait eu des idées en lui disant voilà, il faudrait faire ça, ça et ça. Ce sont des mesures qui auraient pu être avant la crise. Pourquoi c'est après tout d'un coup mais l'ensemble de tout ce qui se passe, c'était des choses qui auraient pu être là depuis le début. Toutes ces revendications des personnels hospitaliers, des gilets jaunes, enfin, toutes les catégories sociales qui se sont battues, à Radio France, les grèves, tous les intermittents, enfin tout ça, c'était là avant que la crise arrive. Et ça, on disait toujours, il n'y a pas l'argent, c'est pas possible, les retraites, machin. Tout. Et là, tout d'un coup, on sort des milliards. Évidemment, en grande partie, ces milliards vont être distribués à l'industrie polluante, c'est Air France, Renault, enfin bon. Donc, les mesures, bien sûr, évidemment, tout le monde est preneur de ça, mais c'est trop tard. C'est trop tard. J'entends aussi dans votre message, et on y reviendra sur cette idée de démocratisation de la culture, quand vous dites voilà le chèque culture aux jeunes pour consommer peut-être une culture qui n'est pas celle à laquelle vous aspirez. Vous pensez que les aides et les financements devraient aller aux acteurs du monde culturel pour aller à la rencontre des publics dans leur grande diversité, si j'essaie de comprendre plus globalement. Oui. Alors dans le texte que vous avez écrit pour annoncer l'annulation de Jazz à Porquerolles, vous commencez par citer cette pensée du poète Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Un message fort, porteur d'espérance, je trouve, et qui invite aussi à une réflexion profonde sur la place accordée à la culture dans notre société. Pour vous, justement, quel rôle peuvent jouer la culture et l'artiste dans cette période difficile ? Moi, ce que je pense, c'est que la période d'aujourd'hui, c'est une période qui va, c'est un changement radical. Enfin, moi, je pense que là, la question qui est posée, c'est de changer complètement le modèle social dans lequel aujourd'hui les Français ont été habitués à vivre. Là, il y a une refondation totale de tous les domaines de la vie en société. Et la culture, elle en fait partie, évidemment. Comment je vois la suite, le rôle de la culture? Évidemment, pour moi, c'est moi j'appelle à convoquer les états généreux de la culture, où tous les acteurs de la culture, mais pas que de la culture, se retrouvent pour repenser le modèle social, et que la culture soit comme la santé, un service public
mais dégagé complètement de sa marchandisation, de la rentabilité. On est dans une société, je pense que tout le monde le vit aujourd'hui, qui est dirigée par des gestionnaires dont la principale pensée, c'est comment arriver à rentabiliser les choses. Si les services publics disparaissent, sont complètement rabotés, on les laisse pourrir pour pouvoir dire le privé va s'en charger. Donc la culture, elle fait partie de ça. C'est pour moi un service public qui doit être là et qui repense complètement le rôle de la culture, mais qui au départ met l'homme au centre de ses préoccupations. Et qu'il n'y a aucune autre considération que son bien-être qui soit à l'œuvre. Donc penser la culture dans les jours à venir, je dis pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas ma préoccupation première, parce que ça peut pas être pire qu'avant, et je pense même que ça sera mieux, parce que les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé, et le rapport de l'artiste à la société, je le vois tous les jours, parce que je lis, par ce que je reçois comme appel ou d'artistes, de musiciens, d'amis. C'est que tout d'un coup, chacun a envie de participer à ce changement. C'est-à-dire aller jouer, on me dit tiens, ça serait bien de faire une petite forme, d'aller jouer dans la rue. Voilà, il y a quelque chose qui est en marche, d'une certaine façon. Alors justement, pendant cette période de confinement, avec la fermeture des musées, des salles de spectacle, des cinémas, des théâtres et de tous les équipements culturels, on a vu fleurir beaucoup de propositions de visites virtuelles de musées sur les réseaux sociaux, de concerts ou de films en streaming. La culture se rend accessible et gratuite, et on peut se réjouir en quelque sorte, en tout cas pendant cette période de confinement, de sa démocratisation, même si on ne sait pas vraiment ce que les gens consomment. N'y a-t-il pas néanmoins un risque à brader la culture ? Et j'ajouterai à cette question, cette deuxième question, vous qui avez mis le partage et la rencontre de l'autre au cœur de vos créations et projets artistiques, pour vous, la démocratisation de la culture, ça passe par quel type de démarche concrètement ? Moi, je pense pas que le virtuel soit la solution pour démocratiser la culture, hein. C'est un moyen qui effectivement peut permettre d'avoir accès à la culture, mais démocratiser la culture, c'est rendre la culture comme quelque chose de naturel, comme l'air qu'on respire. C'est-à-dire que c'est et démocratiser la culture, si on veut parler de démocratisation, c'est d'abord rendre ça accessible, mais c'est savoir à quoi ça sert la culture, pourquoi faire. Parce que est-ce que les blockbusters, ça fait partie de la culture ? Est-ce que c'est de la culture ? Est-ce que la télévision aujourd'hui, qui diffuse à longueur de journée, les télévisions qui occupent tout l'espace de liberté, comme disait le patron de TF1, qui est à la recherche de l'espace de cerveau disponible. Oui, le temps de cerveau disponible. Est-ce que c'est ça la culture ? Donc voilà. Donc moi je pense que c'est mettre l'individu au centre de la société. C'est le citoyen est là. Aujourd'hui, je prends l'exemple à La Ciotat. J'habite à La Ciotat. On a construit, la municipalité a construit un magnifique théâtre en se servant d'une ancienne chaudronnerie. Donc on a gardé la façade, et le mot façade, c'est très intéressant parce que tout est façade en fait. Donc dans ce théâtre qui est magnifique, il y a 800 ou 1000 places, il y a une salle de répétition, c'est très très bien fait. Et qu'est-ce qui se passe dans ce théâtre ? C'est un théâtre où la région, le département, la mairie ont mis beaucoup d'argent, donc les ciotadins. C'est un programmateur, comme pour les multiplexes de cinéma, qui est à Paris ou à Marseille, et qui appuie sur un bouton. Il a une écurie, moi j'appelle ça une écurie d'artistes qui tourne, qui fait tourner sur toute la France, et l'artiste arrive. Alors, il y en a de qualité, je dis pas, mais il arrive, il joue, il prend son chèque et il repart.
Voilà, ça c'est la conception de la culture aujourd'hui très Macron, enfin la politique néolibérale, le libéralisme, c'est le terme est magnifique. Donc c'est un libéralisme de façade pour moi. Quand je suis arrivé à La Ciotat, ça fait pas longtemps que j'y habite, mais il y avait un appel d'offres pour la direction de ce théâtre. Donc j'ai été voir le responsable de la culture, un homme très sympathique par ailleurs. Je lui ai dit, mais vous avez une politique culturelle pour la ville, quelque chose? Il m'a dit non, il va y avoir quelqu'un, appel d'offres. Mais cet appel d'offres, c'était trouver un gestionnaire, un directeur. Et disons que les dés étaient pipés d'avance, quoi. Donc ça, c'est une conception de la culture qui n'a rien de démocratique, parce que et le théâtre, il est plein, hein, je dis pas. Mais si tout d'un coup, ce théâtre, la Chaudronnerie, était confié à des hommes de culture plutôt qu'à un gestionnaire qui n'habite même pas La Ciotat, hein, c'est pas. En fait, c'est un garage où les gens viennent faire leur vidange, hein, je veux dire, d'une certaine façon. Hein. Voilà. Donc, s'il était confié à des hommes de culture, eh bien, peut-être que la programmation déjà serait différente. Elle serait ancrée aussi dans l'histoire, peut-être de La Ciotat. Je dis pas toute l'histoire, mais les chantiers navals. Enfin, il y a plein d'histoires à La Ciotat. Donc, et ça se fait ailleurs, hein, d'ailleurs, hein, dans d'autres lieux où le théâtre est envisagé autrement. Donc voilà, c'est des conceptions tout à fait différentes. C'est-à-dire associer les hommes de culture, le public, des administrateurs évidemment, la mairie, enfin tous les acteurs indispensables à la vie. Voilà. Alors je dis pas que le modèle de Porquerolles c'est un modèle idéal, hein, mais ça n'a rien à voir avec un festival qui est organisé par le service événementiel de la ville. C'est un festival qui est voilà, c'est une association. Et un théâtre dans une ville, je pense qu'une association, c'est important qu'elle s'en occupe, parce qu'il y a quelque chose de démocratique dans les associations. Oui, tout à fait. Et puis l'indépendance associative aussi. Oui, hein. Voilà. Mais on sent vraiment hein, que tout ce que vous indiquez s'inscrit dans une envie d'une refonte profonde de la façon d'aborder la culture aujourd'hui dans notre société, de lui donner une autre place, de placer les hommes de culture au centre et pas que vous nommez les gestionnaires. Donc vraiment cette idée un peu de changer le monde sans faire de transition facile. Mais en ouverture du festival, il était prévu que vous projetiez sur la place du village votre film qui s'intitule justement Changer le monde, dont le titre et l'intention résonnent avec une acuité accrue et toute particulière dans le contexte actuel. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de ce projet de film ? Alors, ça c'est un projet de film que peut-être inconsciemment j'ai rêvé il y a plusieurs dizaines d'années. Donc il est arrivé à terme peut-être au bon moment, je sais pas. En tous les cas, il y a 2 ans, j'ai fait une création qui s'appelait Changer le monde d'ailleurs. Il y a 2, oui. Et cette création, c'était de réunir autour de la pensée de Martin Luther King. C'était le 60e anniversaire de son assassinat. Et donc, je m'étais dit, on va projeter le film sur la muraille du Fort Sainte-Agathe, le film de son discours, où ce discours célèbre, où il dit « I have a dream ». Il avait fait le rêve que des enfants noirs et blancs se prennent par la main, et voilà. Donc c'était ce rêve de fraternité, d'un monde différent. Et je me suis dit, on va projeter ce film et je vais faire venir sur la scène des musiciens venant de plusieurs parties du monde, et donc américains, africains, guadeloupéens, français, brésiliens, et de La Ciotat aussi. Et donc, que ces personnes montent sur scène sans se connaître pratiquement, n'ayant jamais joué ensemble, et que tout d'un coup, ce film qui est projeté pas tout le temps lors du concert, mais des extraits sont projetés, et ce que ça leur inspire, musicalement. Et donc, ce concert a eu lieu, c'était super, voilà, et que j'ai filmé aussi. Donc c'était de l'improvisation ? Oui, c'était une improvisation totale pendant 2 heures. D'accord. Une improvisation totale. Et ça a été magique, vraiment ça a été magique, le public a adoré. Et là je me suis dit, mais c'est dommage que cette chose-là soit éphémère.
parce que je trouve que c'est très, enthousiaste comme projet. Et à partir de là, je me suis dit, je vais remonter en arrière sur l'histoire du festival et avec Archichep comme fil conducteur. Et comme j'ai filmé depuis l'origine du festival jusqu'à ce concert et puis l'an dernier également, je vais faire un film qui s'appelle Changer le monde, qui raconte un peu cette histoire. Donc voilà, c'est ça Et donc il y a 20 ans d'archives en fait, si je comprends bien, dans ce documentaire. Voilà. Il y a des extraits de moments que j'ai filmés, mais qui traduisent, c'est pas une accumulation d'archives, mais c'est des personnes qui sont dans cette perspective de pensée et d'esprit. Mmh. Avec cette idée et ce fil conducteur, que la musique aurait ce pouvoir de contribuer à faire changer le monde et les mentalités, c'est ce qui irrigue l'ensemble. Exact. Donc c'est une question que j'ai posée à beaucoup d'artistes après avoir fait ce spectacle Changer le monde. Et est-ce que la musique peut changer le monde? Ça vient d'une réflexion aussi, je crois, qui est attribuée à Nietzsche, qui disait si la musique n'existait pas, le monde serait une erreur. Voilà. Et donc j'ai posé ça. Il faut savoir qu'aussi à Porquerolles, il y a des musiciens qui organisent chaque année l'enfance du jazz. Donc c'est des enfants à partir de 3-4 ans jusqu'à 13 ans. Et aujourd'hui, avec l'enfance du jazz, il y a aussi les parents qui sont là. Donc ils font des ateliers. Et à la fin des ateliers, il y a un concert qui est fait sur la place du village à midi, au pied de l'église. Et donc les enfants aussi participent à la réflexion. Et donc ça va jusqu'à évidemment les propos de Greta Thunberg qu'on entend sur l'écologie. Donc voilà, le film, c'est ça, un peu changer le monde. On aura la chance de le voir un jour à Porquerolles, vous pensez, Franck, ce film ? Oui, bien sûr. Peut-être cet été, parce que Porquerolles, en fait, pour revenir à la question au début, on va être présent pendant cette période-là, et en tous les cas jusqu'en septembre. On va organiser des petites formes, des concerts, des interventions musicales sur l'île et ailleurs, pas que sur l'île, ailleurs, peut-être à Toulon, également peut-être avec le Théâtre Liberté à Toulon. Donc faire des connexions avec la Fondation Carmignac, faire des petites formes. Et je pense que ce sont des petites formes, c'est-à-dire 2-3 musiciens, mais également des musiciens qui vont prendre la parole, qui vont échanger sur les questions que vous me posez. Eh bien, c'est des questions qu'on va pouvoir poser au public, de faire quelque chose qui soit interactif. Mm-hmm. Oui, ce serait absolument passionnant. Bon, j'imagine que par contre, vous avancez à petits pas et peut-être que vous pouvez pas nous en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais vous avez ce souhait, en tout cas, de saupoudrer l'été de rendez-vous musicaux à Porquerolles et hier et les lieux environnants, si je comprends bien, c'est ça ? Voilà, exactement, de faire... on fera pas un grand concert au Fort Sainte-Agathe, je pense pas, mais en tous les cas, sur la place du village, la maison du commandant, dans les jardins de Porquerolles, à la Fondation Carmignac, sur le terrain Olbia à Hyères, qui est un grand site archéologique. Voilà, donc c'est un petit peu ça ce que j'imagine. Je crois qu'on peut s'en réjouir et dès qu'on aura les rendez-vous, je pense que beaucoup de personnes seront heureux de retrouver Jazz à Porquerolles, même si c'est pas dans sa forme classique, pour nourrir l'été autrement. Alors justement, pour en revenir à Porquerolles, vous en parlez, j'ai lu quelque part que vous parlez de Porquerolles comme laboratoire d'utopie. Alors j'ai fait un parallèle qui vaut ce qui vaut, mais pour moi, qui me parle beaucoup en tout cas, c'est-à-dire que Porquerolles et les îles en général sont souvent envisagées comme des terrains d'expérimentation en matière notamment environnementale et de biodiversité. Il en est question d'ailleurs en ce moment pour cette période de déconfinement qui pose bien des questions d'ordre économique et touristique pour l'île. Et donc, il y a des propositions qui sont faites pour que l'île soit terrain d'expérimentation pendant cette crise sanitaire et pour le déconfinement. Alors, vous transposez cette idée de laboratoire et de terrain d'expérimentation au domaine artistique.
De tout temps, les îles ont suscité une part d'imaginaire, elles fascinent, elles sont le lieu de projection et de nos fantasmes. On parle souvent d'imaginaire insulaire. Alors vous qui avez vécu près d'une vingtaine d'éditions de jazz à Porquerolles, en quoi vous sentez que Porquerolles est un laboratoire d'utopie et est-ce que l'insularité apporte quelque chose de plus à la création artistique ou à la façon dont elle s'exprime selon vous? Vous parliez tout à l'heure de quelque chose de magique qui s'était passé lors de la projection de ce film de Martin Luther King et puis de ces chanteurs et musiciens qui ont improvisé. Voilà, et j'imagine qu'au Fort Sainte-Agathe, ça doit prendre une dimension, comme vous le dites, assez magique, assez spirituelle. On est tout près des étoiles là-haut. Qu'est-ce que vous entendez par laboratoire d'utopie? D'abord parce qu'on organise des résidences d'artistes. Il y a eu une résidence magnifique avec Vincent Perani et Yamandou Costa. Donc Vincent Perani, accordéon, Yamandou Costa, guitariste brésilien prodige, jeune. Et donc ça, c'était des musiciens qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient jamais joué ensemble. Et j'ai pensé les réunir. Donc ils se sont réunis. Ils ont resté 3 jours avant le concert et ils ont produit quelque chose de magique. Donc ça, c'est comme dans un laboratoire, on met deux molécules différentes et puis ça donne quelque chose. Voilà. Et ça reste de la musique très populaire, très accessible. C'est pas le laboratoire pour musique expérimentale, ce qui pourrait être aussi. Je dis pas, mais. Voilà, c'est des rencontres, ces laboratoires, c'est-à-dire c'est des rencontres, des chercheurs, des artistes. Voilà, on a fait beaucoup d'expériences de ce genre, des créations. Il faut savoir qu'il y a des comédiens, des metteurs en scène, des photographes, des cinéastes qui sont venus à Porquerolles, qui viennent à Porquerolles. Voilà, c'est une espèce d'émulation formidable. Et c'est vrai que, comme vous dites, l'île, ça favorise ça. Et puis aussi le fait que, je veux dire, l'île, elle est restée depuis son origine sans festival, et tout d'un coup, il y a un festival qui naît. Ça veut dire que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se dit, tiens, on pourrait faire quelque chose. Voilà, donc c'est une question de personnes aussi. Ça me serait jamais venu à l'idée de monter un chapiteau avec 6000 personnes pour faire. Voilà, c'est une question d'esprit en fait. Et je suis pas le seul dans ce cas-là. Je veux dire, il y a en France heureusement plein d'expériences. Moi, cette expérience-là, je l'ai beaucoup appréciée il y a très longtemps avec Bernard Lubat, par exemple, qui à Uzès fait un festival dans cet esprit-là. Son père était accordéoniste lui-même, grand musicien. Il fait venir ses amis. C'est aussi un laboratoire. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent en France dans des petits festivals. Et c'est justement c'est être ancré dans une région avec une histoire. Mais l'île, c'est vrai que ça condense beaucoup de choses. C'est-à-dire que François Carasan le disait, que pour avoir le sentiment de l'île, il faut avoir raté la dernière navette. Voilà. Donc là, tout le monde rate la navette volontairement pour justement couper les amarres avec ce monde. Voilà. Donc ça favorise les choses. Et puis au Fort Sainte-Agathe, sur la scène, il y a un figuier. Ouais. Et bien, ce figuier-là, beaucoup de musiciens ont joué avec. Ils n'ont pas été jusqu'à monter dans le figuier, mais il y en a beaucoup qui ont fait de la percussion sur le figuier, dans les branches. Donc la nature, elle nous guide d'une certaine façon. Alors pendant toute cette période de confinement, Franck, j'ai interrogé des personnes qui ont vécu le confinement à Porquerolles, et pour conclure l'échange, je leur demandais si elles pensaient que cette crise allait changer des choses dans nos sociétés, nos façons de consommer, nos relations aux autres, à la nature justement.
Est-ce que vous arriveriez à répondre à cette question, et si oui, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Je crois que pour beaucoup de monde, et dont je fais partie, c'est un espoir. Je veux dire, ce confinement, c'est aussi un espoir d'éveil, de réveil à la conscience que ce monde-là, il est vraiment injuste. D'abord devant la maladie, il est injuste parce que on aurait pu éviter cette catastrophe. On aurait pu éviter cette catastrophe. Ça ne veut pas dire que les virus n'existent pas, mais on aurait pu éviter son ampleur. On aurait pu éviter, et si on était solidaires beaucoup plus, ne serait-ce que les épandages, la déforestation, vraiment le pourrissement des sols. Il faut savoir que aux Antilles, par exemple, la culture de la banane a pourri complètement les sols avec les pesticides, si bien que les cancers sont en expansion terriblement. Enfin, si on monte la courbe des cancers en Guadeloupe, aux Antilles et en France, elle n'est pas du tout la même. Et donc, ces pesticides qui se déversent dans la mer pourrissent et empoisonnent les poissons, si bien qu'aujourd'hui, un pêcheur, il est obligé de faire 50 à 60 km en mer pour trouver du poisson, alors que avant la culture intensive, le poisson, il était au bord des plages. Hein. Je pense que c'est l'espoir de prendre conscience qu'on est dans une société libérale, mais qui est liberticide surtout, qui fait que tout est fait pour aller contre la nature et aller contre la nature humaine, en fait. C'est prendre conscience de ça. Et moi, je trouve fantastique que les événements les plus importants pour moi, c'est vraiment de voir que la jeunesse, elle se mobilise, de voir une gamine de 15-16 ans aller à l'ONU parler aux banquiers pour leur dire qu'ils se sont trompés, au gouvernement, c'est extraordinaire. Enfin, jamais on n'aurait pu imaginer ça. Donc, prendre conscience, ça c'est un espoir, prendre conscience de la richesse de la terre sur laquelle on est, qu'on dénature, c'est très important. Prendre conscience que 80 à 90% des biens qui sont produits ne servent à rien. Hein. Et de savoir que la majorité de la population travaille pour produire quelque chose qui ne sert à rien. Si les gens ne prennent pas conscience de ça, c'est foutu, quoi. Bon, une invitation à ralentir, à réduire nos modes de consommation. Exactement. Et puis en tous les cas, ce qui est quand même important, c'est pas le but à atteindre, parce que le but il est toujours inaccessible, c'est le chemin qui y mène. Et là, c'est extraordinaire ce qu'on va trouver sur ce chemin comme personnes, comme esprit, comme artistes qui vont dans le même sens. Dans cette période de confinement, est-ce qu'il y a des œuvres, qu'elles soient littéraires, musicales ou cinématographiques, qui vous ont accompagné et vous ont aidé à traverser cette période, que vous aimeriez conseiller peut-être à nos auditeurs ? Alors hier, quelqu'un m'a envoyé un petit clip de 10 minutes, mais qui m'a vraiment bouleversé. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une chose pareille, entendu. Peut-être vous êtes au courant. Alors je sais que c'est sur France O. C'était diffusé sur France O, mais quelqu'un me l'a envoyé. Et c'est une femme qui raconte une histoire, mais vraiment extraordinaire, mais qui donne de l'espoir. Et ça se passe dans un camp de concentration. Et c'est une mère et une fille. Et cette mère, elle avait gardé un morceau de chocolat en disant que à un moment donné, quand ça ira vraiment très 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 mal, je te donnerai ce morceau de chocolat. Elle dit ça à sa fille, qui doit avoir 14-15 ans. Et elle est dans des conditions évidemment de camp de concentration, on imagine ce que c'est. Et avec cette femme, cette mère, il y a une future maman, elle va accoucher, elle est enceinte, personne ne s'en est rendu compte, enfin les Allemands ne s'en sont pas rendus compte, parce qu'elle est tellement maigre. Et à ce moment-là, la mère, elle dit à sa fille, est-ce que tu permets que ce bout de chocolat que j'ai gardé pour toi, je le donne à cette femme, parce que sinon elle va mourir. Et la fille dit oui maman, tu peux lui donner. Donc elle lui donne le bout de chocolat, elle accouche, enfin je passe sur les détails, elle accouche, c'est une petite fille, et
elle met la petite fille sur sa poitrine enroulée de tissu. Alors je vous raconte pas. D'abord pour la nourrir, donc ils arrivent à trouver un petit peu de lait en poudre qui a été subtilisé dans la cuisine des Allemands. Une solidarité énorme de tout le camp des femmes. Il n'y a pas longtemps, la fille qui devait recevoir ce chocolat fait une conférence pour parler justement de cette période-là. Elle parle, il y a beaucoup de monde qui est là, et à la fin, il y a une dame qui vient la voir et qui lui dit merci pour le bout de chocolat. C'était elle. C'était incroyable. Donc ça, vraiment, c'est une leçon extraordinaire. J'ai eu l'occasion de filmer aussi des personnes comme ça, un film qui s'appelait « Et le soleil se levait ». Et il y avait dans ces femmes-là une fille, Marie-Jo Chambard-Delot. Je crois qu'elle est toujours vivante, elle doit avoir 95 ans par là. Elle était dans le camp et elle s'occupait justement des enfants qui naissaient dans les camps. Et elles avaient trouvé, pour les nourrir, c'était ça le problème, les nourrir, donc elles avaient trouvé des gants en caoutchouc qui, avec les doigts, étaient percés pour leur donner. Donc tout ça était en cachette. Donc pour revenir à un peu ma trajectoire, et puis dans les gens, enfin vous me posez toutes ces questions, en fait c'est très lié à toutes ces histoires, parce que j'ai eu le bonheur, si on peut dire, de filmer des personnes comme ça qui revenaient des camps, qui avaient des histoires extraordinaires. Et quand on rencontre des gens comme ça, c'est sûr que ça change la vision du monde. Et vous parliez de la culture, qu'est-ce que je voyais pour la culture ? Et c'est que ces histoires-là, elles soient un peu plus présentes dans notre quotidien, à la télévision, dans les écoles, que ce soit des histoires qui soient présentes, parce que c'est vraiment, ça donne de l'espoir. Et c'est notre histoire par ailleurs, et ça vous renforce dans l'idée de l'humanité, quoi, du partage, de la solidarité, toutes ces valeurs-là qui sont importantes. Et on ne peut pas dire que quand on regarde TF1 ou toutes ces chaînes de télévision, que ces valeurs-là soient mises en avant. Enfin, c'est même l'inverse qui est proposé. Donc voilà, vous me posez la question de... Si quelqu'un, un bouquin, quelque chose m'avait... ce petit film qui fait 10 minutes, je pense qu'on peut le trouver en cherchant sur François. Mais je regarderai, je mettrai le lien sur l'article du podcast. Ouais. Enfin, je pense que de toute façon, on a bien compris que quand vous parlez de culture salvatrice, vous parlez pas forcément de la culture telle qu'on peut la trouver actuellement sur TF1. Et je trouve votre témoignage vraiment poignant, et cette espérance, cet espoir et cette force que peuvent nous donner des témoignages aussi saisissants. Je crois que ça nous ramène quand même à une réalité qui nous permet tout simplement de nous dire quel est l'essentiel, quoi. Exactement. Je crois que c'est important. Il me reste 2 questions, Franck. Le déconfinement demain, est-ce qu'il y a une chose qui vous manque en cette période de confinement, que vous vous réjouissez de pouvoir faire ces prochains jours ? Non, c'est bien sûr que tout ce qui faisait mon quotidien, je veux dire, il va pas changer. C'est-à-dire la présence de la nature, la présence des petits enfants, toutes ces choses-là, ça c'est évidemment ça manque, parce que là on est quand même en liberté surveillée. Enfin, de retrouver les personnes qu'on aime. Et retrouver les amis, et puis pouvoir faire de la musique avec un musicien en face de soi. Ça c'est important. Vous avez un message pour terminer pour les habitués de Jazz à Porquerolles, ou ceux qui rêvaient justement d'y participer pour la première fois cette année ? Je donne rendez-vous à tout le monde sur l'île. On va informer avec la newsletter. Oui, c'est le message de se retrouver. Il faut savoir que je reçois, et puis toute l'équipe, on reçoit beaucoup de messages de ce public qui nous est cher, c'est-à-dire alors quand est-ce qu'on reprend, courage, enfin des tas de messages d'encouragement évidemment pour qu'on continue.
Il faut savoir qu'il y a des personnes pour qui ce festival, ça compte beaucoup. En presque 20 ans, il y a des gens qui se sont mariés grâce à ce festival. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient à l'enfance du jazz, qui maintenant sont des adultes, qui vont bientôt apporter leur enfant aussi. Ben voilà, c'est vraiment une aventure qui est marquante, quoi, parce qu'elle est humaine. Je crois qu'on l'a bien compris. Merci infiniment, Franck Cassanti, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Il nous tarde évidemment de réentendre les musiciens du monde entier enflammer nos oreilles dans tous les festivals. Et puis, notre soutien tout particulier à toute l'équipe de Jazz à Porquerolles que nous espérons bien retrouver à Porquerolles dans l'été. Un grand merci, Franck. Et merci à vous, Ingrid, pour la qualité de vos questions et de votre travail très sérieux. Continuez. Merci à vous. Merci à Franck Cassanti de nous avoir partagé sa vision de la situation actuelle et ses espérances pour le monde de demain. Un monde où la musique aura forcément une place de choix. Vous retrouverez toutes les références musicales et cinématographiques mentionnées dans l'épisode sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou Spotify. C'est simple, gratuit et surtout très pratique car ça vous permet d'être informé quand un nouvel épisode sort. Et si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est la meilleure manière de le soutenir et moi ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. Merci à tous et prenez soin de vous. On se retrouve très vite. À bientôt!